Les débats, mesdames, messieurs, entourant l'élection présidentielle de 2026 au Bénin sont centrés sur les enjeux à l'échelle nationale et ce, en plein milieu d'une crise politique sous-régionale annonçant une transition générationnelle sans précédent. Ainsi, le Bénin, face à ces démons et encore imbibé de diverses tensions, devra trouver des réponses aux aspirations de son peuple. La classe politique, aux prises de réformes et de conflits générationnels, emprunte d'ores et déjà un couloir d'incertitude devant acter ou non l'échec ou la réussite des innovations politiques portées par le pouvoir de M. Patrice Talon. Les défis et enjeux pour une classe politique polarisée par Boni Yahi et Patrice Talon semble certain. Si ça nous intéresse de savoir si l'ex-chef d'État reste l'incontournable du débat, on s'interroge également si, entre autres défis pour les partis politiques, loin des combats, sera l'organisation des primaires au sein des grands blocs. C'est un plaisir de vous retrouver en studio avec moi, Frédéric Béanzin, acteur politique, membre du bloc républicain, membre, coordonnateur de la Sentinelle républicaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, heureux de vous retrouver ici ce soir. Et de l'autre côté en ligne, nous recevrons monsieur Harouna Souleymane, voilà. Acteur politique, analyste politique, ex-président des Béninois aux États-Unis. Bonsoir, merci d'être avec nous dans ce débat. Mes hommages épices et vraiment vous avez tout le support de la diaspora pour tout ce que vous faites et vous continuez de faire. Vraiment, nous vous saluons pour ce travail. Tous mes hommages. Merci, monsieur Harouna. Alors, sans plus tarder, je reste avec vous. Quelle lecture faites-vous de Boni Yahi porté à la tête du parti Les Démocrates? Mais écoutez, cette lecture, je pense que ça va dans une logique partisane. Et Boni Yahi était président d'honneur d'un parti qui est né après les soubresauts d'un parti et que vous connaissez, les FCBE. Donc, il y a eu pratiquement les démocrates et il fallait quand même restructurer ce parti. Et donc, la lecture que je me suis faite, cette lecture, c'est pratiquement ça a été bien fait du moment où vraiment cette nomination, cette désignation du président Boni Yahi vient quand même pour unir et vraiment rassembler tous les militants parce que ce n'était pas évident, vous savez, qu'il y avait pratiquement deux tendances, une tendance conduite par l'ancien président Éric Rounete et il y avait pratiquement une autre tendance qui voulait quand même que Boni Yahi puisse quand même, en bon papa, prendre en tout cas le devant de ce parti pour ne pas encore tomber dans ce qui s'est passé avec le FCBE. Je pense que c'est très bien fait. Boni Yahi, président des démocrates, et Rounete, vice-président, je pense que c'est pratiquement le même schéma où Yahi Boni était président d'honneur et Eri Rounete était président du parti aujourd'hui. Et Eri Rounete est vice-président, ça veut dire que sur l'opérationnel, il continue. C'est lui qui sera devant les militants, c'est lui qui va pratiquement représenter le parti partout et Yahi Boni fera des sorties stratégiques comme il avait l'habitude de faire. Je pense que ce qui s'est passé, le fond reste le même, mais la forme diffère, puisqu'il faut éviter tout débordement, il faut éviter toutes les pièges possibles, et je pense que c'est ce qui est arrivé. Ça ne pouvait plus être mieux que ça. Bravo, en tout cas, les démocrates. Merci, monsieur Harouna. Alors, sur ce plateau, monsieur Frédéric Béanzin, est-ce que vous faites avec monsieur Harouna la même lecture de ce que Yahi Boni
à la tête du parti Les Démocrates, ça a plutôt un sens d'unité. Et au-delà, quelles sont les implications que cela engendre pour la classe politique, essentiellement de la mouvance? Merci bien. Je salue mon cher Aruna, qui est un frère béninois, mais résident de l'autre côté. Je lui dis, ici c'est la nuit, je lui dis bonjour parce que je sais que l'heure a beaucoup évolué là-bas déjà. Et que... Il est 16 heures. Il est 16 heures. Voilà. 16 heures, Donc je vous souhaite un bel après-midi. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mais revenons à la question. Moi, je crois que nous ne sommes pas donc de la même tendance politique, certainement. Donc la lecture va varier à mon niveau. Ok. Je crois que nous sommes donc des démocrates, nous sommes des républicains, nous aimons notre pays et le Bénin a fait le choix de la démocratie et c'est librement que tous les Béninois ont adhéré donc à ce système démocratique depuis 1990. Donc nous ne saurions critiquer le choix de l'autre famille, de nos vis-à-vis, qui ont fait une lecture à leur niveau et par rapport donc à la survie ou au fonctionnement de leur parti, ont décidé donc de choisir donc l'ancien président Boni Yayi à la tête donc du parti Les Démocrates. Moi j'en prends acte, je respecte leur choix et je veux juger l'homme à travers ses prises de position, à travers donc ses actions, à travers donc tout ce qu'il pourra réaliser à la tête de ce parti pour que donc dans la complémentarité, dans une bonne lecture, dans un bon ton, dans de belles actions, les Béninois puissent donc se compléter pour que notre pays en tire suffisamment profit. Donc moi je ne veux pas faire un jugement négatif, je respecte leur choix et l'avenir nous donnera raison. Et en termes d'implication finalement pour la classe politique, est-ce que l'avènement de Boni Yayi, sinon la prise de tête par Boni Yayi du parti Les Démocrates, a des implications politiques? Bon, le président Yayi Boni n'a jamais été absent de la scène politique. Maintenant, sera plus direct, plus visible. J'espère bien que dans les jours à venir, il va prendre la casquette de chef de file de l'opposition et qu'il va plus opiner directement sur les questions nationales et surtout les questions politiques. L'intérêt que nous avons tiré et que moi je tire à mon niveau, c'est que l'homme ayant occupé la haute fonction dans notre pays, parce qu'il est facile à un opposant qui n'est jamais allé donc au charbon de porter des jugements sur les actions que réalise le gouvernement, le chef de l'État. Alors, lui, il a été une fois donc président de la République, il connaît la fonction, il connaît ce que nous appelons donc magistrature suprême, et tout cela sera mis certainement à profit pour avoir des jugements objectifs sur les actes que posent ou que poseront le président Talon et son gouvernement. Moi, je crois que sa présence à la tête de ce parti, surtout donc celui de l'opposition, doit être pour nous un stimulant. Mieux réfléchir avant de poser les actions. Pour vous, acteurs de la mouvance? Absolument. Okay. Absolument. Parce que nous avons en face de nous un sachant, quelqu'un qui connaît la chose. Alors, pour moi, ça doit être pour nous un stimulant, un élément qui doit nous permettre de mieux réfléchir avant donc d'agir, de mieux monter les différents projets ou de mieux exécuter tout ce que nous avons comme donc programme de société et qui est en cours d'exécution. Voilà, donc moi je suis très heureux donc d'avoir quelqu'un comme le président Boni Yayi à la tête donc de l'opposition.
pour qui c'est les liens que vous aviez eus avec l'ex-chef d'État, ça vous fait quoi de ne plus être le faux de ce roi-là et de le voir aujourd'hui en pleine rivalité, parce que il est à la tête du principal parti de l'opposition. Je crois que si nous avons la culture politique et la grandeur donc politique, nous n'allons pas prendre nos adversaires politiques comme des ennemis. Non, pas du tout. Au contraire, en vérité, si l'opposition devrait jouer son rôle, elle devrait agir pour que là où il y a des faiblesses, qu'on puisse donc les corriger pour que le peuple en tire profit. Parce que nous ne pouvons pas être politiques et ce, dans nos comportements, dans nos propos, dans nos projets, on ne place pas au cœur donc, la vie des peuples qui composent donc notre société. Moi, je crois que je n'ai aucun problème avec le président Boni Yayi. D'ailleurs, je suis, excusez-moi, de la Cour royale, donc la discipline, la politesse est notre. Et nous n'allons pas jeter de la pierre au président Boni Yayi. Et comprenez que même le président Talon, si ce n'était pas donc les brouilles qui avaient commencé en 2012, était un pion très essentiel donc à la gouvernance, c'est-à-dire au pouvoir du président Boni Yayi. Mais les divergences donc, issues du PVI, du programme d'action, du PVI, programme de vérification des importations nouvelle génération, c'est ça qui avait amené donc suffisamment d'incompréhension pour aller jusqu'au crash. Moi, je crois que le président Boni Yayi à la tête de l'opposition, moi, je suis heureux. Et l'éducation politique que j'ai, ma vision politique, ma conviction politique m'amène à être très heureux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je vais l'apprécier à travers ses actes, à travers donc ses prises de position, à travers ses appels citoyens, certainement que tout le peuple apprécierait donc dans un avenir très proche ce que vise l'homme. Merci Monsieur Béanzin. Monsieur Aruna, alors avec un Monsieur Boni Yayi qui monte quand même davantage en puissance du fait du contexte sociopolitique au Bénin. Aujourd'hui, ma question pour vous, après ces 10 ans pour Boni Yayi, que veut-il apporter de nouveau aujourd'hui à la tête du parti les démocrates, au peuple qu'il prétend défendre, ce même peuple qui, à un moment donné, a rejeté son dauphin? Voilà, merci beaucoup, Pis. Avant de répondre à cette question, je vais tout de suite apprécier vraiment l'intervention de mon vis-à-vis, M. Béanzin, qui a pris pratiquement à compte le porte-parole du gouvernement et qui a dit, qui a qualifié cette désignation de Boni Yayi comme une équation zéro et que c'est du Yayi sur du Yayi. Il a dit que c'est du Yayi ce qui s'est passé, cette nomination. Donc je reconnais déjà ici que certaines personnalités de la mouvance apprécie cette nomination différemment par rapport à la vision du gouvernement qui dit que c'est pratiquement une équation zéro, cette nomination. Donc, je tiens ici, en tout cas, à féliciter cette... Allez-y rapidement, répondez à notre question. de M. Béanzin. Merci, M. Béanzin, pour ça. Alors, la question, Pis, vous me demandez quelle est... Boni Yayi, après déjà 10 ans à la tête du Bénin, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau en disant qu'il veut défendre un peuple qui, à un moment donné, a rejeté son dauphin? Oui, je pense que le contexte est différent. Et vous savez, le rejet de Zissou, et donc, et vous faites allusion à Zissou Lionel, ce rejet répondait à un contexte particulier. Et ce contexte, et vous savez, je ne vais pas rappeler ce contexte maintenant. Mais en ce qui concerne
ce que Yahi Boni apporte de nouveau dans cette situation, c'est que Yahi Boni n'a jamais été absent du débat politique. Aujourd'hui, il a voulu beaucoup plus formaliser la chose. Et formaliser la chose, c'est pour être un peu beaucoup plus en sécurité et ne plus tomber dans des pièges qui lui ont été vraiment fatals. Donc, ce que Yahi Boni apporte aujourd'hui, c'est pratiquement une confiance donnée au niveau de l'opposition, une assurance dans un fief donné, et aussi, comment dirais-je, une adhésion. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'adhésion. Et ce phénomène Yahi, vous le savez, c'est un président très populiste, c'est un président qui veut toujours être du côté du peuple, et aussi, comment dirais-je, il pourra titiller, il pourra porter le programme politique des démocrates. Donc, il fallait quelqu'un de cette trempe pour quand même encadrer cette opposition. Donc, cette opposition souffrait d'une personnalité de la trempe de Boni Yahi. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le débat politique est vraiment relancé, vraiment dans son contexte, dans sa totalité. Et je pense que c'est cela que Boni Yahi apporte. Ce que Boni Yahi apporte, c'est pratiquement ce regain, l'envie, et pour que plusieurs milliers d'électeurs puissent participer et franchement aux joutes électoraux qui s'annoncent. Et je pense que le grain de sable que Yahi Boni est en train d'apporter, c'est pratiquement, c'est de nous redonner pratiquement le goût des élections, pour que ces élections qui s'annoncent en 2026 puissent être des élections vraiment inclusives, de festivités, et vraiment que le Bénin puisse quand même, depuis l'avènement de la rupture, dire aujourd'hui quand même qu'il y a des élections participatives. Et je pense que ça, c'est pratiquement un très bon apport démocratique à la rupture. Parce qu'aujourd'hui, la rupture, il faut nécessairement que la rupture se révèle par rapport à quelque chose. Et vous savez, et nous allons discuter de ça, les élections passées n'ont pas été pratiquement ce qu'elles devaient être. Et l'arrivée de Yahi Boni dans ce conseil électoral, dans ce conseil politique, donne beaucoup plus de regain démocratique à notre pays, le Bénin. Merci, M. Aruna. M. Benzin, est-ce que vous pensez que l'arrivée de Boni Yahi, de cette façon, davantage dans le jeu politique, redopera, je vais dire, la participation populaire aux élections? Bon, tout en respectant le choix des démocrates, oui, je trouve que le président Boni Yahi est sur une piste assez glissante. D'abord, en tant qu'ancien président de la République, il a l'obligation d'accompagner le développement, d'accompagner celui qui est là, avec donc du bon conseil. Ne pas dénoncer ce que moi je peux dénoncer maintenant, de la manière dont je peux apporter, je peux dénoncer un fait, je peux réagir sur un fait. Lui, il ne peut pas utiliser le même comportement, les mêmes mots. Il doit être un peu plus doux, il doit avoir un peu plus de bon ton, choisir donc de mots plus agréables pour dire, si maintenant, dans son rôle de mobilisateur, parce qu'au fait, qu'est-ce que les démocrates veulent? Les démocrates veulent le pouvoir, ça c'est clair. Et comme toute autre partie d'ailleurs. Donc moi je ne les accuse pas d'avoir l'ambition de vouloir prendre le pouvoir, contrôler donc le pays. C'est tout à fait noble, c'est de la bonne guerre. Maintenant il ne faut pas qu'en tant que président de ce parti, surtout de l'opposition, et dans son souci de mobiliser et de gagner à tout prix les élections générales de 2026, il tombe donc dans le panneau. C'est-à-dire que... Dans quel panneau? Le panneau, donc, d'abord, de mauvaise appréciation, okay, de déclarations tous azimuts, et l'homme lui-même, en lui-même, étant un populiste,
il va vouloir donc prendre du vrai pour le faux pour le vrai, et nous allons donc, il va nous plonger dans un autre climat, dans une autre atmosphère désagréable, et cela, en toute honnêteté, dans les mois à venir, dans les années à venir, moi, c'est pour ça que moi je dis, je respecte le choix, mais je veux apprécier l'homme à l'avenir, de par ses comportements, de par ses appréciations. Ma crainte, c'est clair que, oui, ancien président, il a une obligation vis-à-vis du pays, vis-à-vis donc du pouvoir qui est là, en tant que conseiller, en tant qu'ancien. Une obligation de sagesse, vous voulez dire? Une obligation de sagesse. Maintenant, si, dans son élan populiste et dans son rôle de mobiliser l'opposition, il tombe dans le panneau, mais là, ce sera très dangereux. Ce que nous aurons à souhaiter, c'est que le président Boni Yayi essaie donc de jouer à l'équilibriste en tant qu'ancien président, essaie donc de dire la vérité au peuple béninois, de ne pas mentir au peuple béninois, de ne pas peindre en noir ce qui n'est pas, ce qui est blanc. Il ne faut pas dire que c'est noir, c'est du noir, parce qu'on veut le pouvoir à tout prix. Parce que nous, en fait, c'est quoi? Nous n'allons pas nous laisser aller. Nous n'allons pas permettre que ce qui est en cours d'être réalisé, la modernisation de notre pays, la stabilité macroéconomique et tout ce que le président, tout ce qui se révèle aujourd'hui, nous n'allons pas permettre que en si peu de temps que cela tombe. Pour que cela ne tombe pas, le président Talon doit continuer à poser les actes, et nous, en tant que peuple qui avons décidé de l'accompagner, nous allons continuer dans notre rôle d'accompagnateur, et on verra bien. Et si nos aînés, surtout Eric Kounoté, c'est un grand frère, le président Boni Yayi, c'est un grand frère, je ne pense pas, j'ose pas croire que demain, ils auront à poser des actes qui seraient obligés de nous sortir donc, de notre réserve. Nous serons obligés de dire d'arrêter. Vous n'aurez pas intérêt à sortir de vos réserves. C'est notre souhait. Alors, pour avoir été proche autant de l'un qu'aujourd'hui de l'autre, sinon, quels seront les enjeux, selon vous, d'une élection présidentielle polarisée aujourd'hui par les deux personnalités politiques, M. Boni Yayi d'un côté et M. Patrice Talon de l'autre? Et en vérité, je vous le dis, je vous le répète, si ce n'est pas donc cette question qui est venue donc peindre en noir la relation entre les deux hommes, je crois que je ne vous apprends rien. Madame, vous êtes journaliste et de longue date. Et vous savez très bien que le président Talon apportait beaucoup pour la réussite donc, du pouvoir Boni Yayi. Tout le monde le sait. Et il faut que ça soit clair. Cette question de PVI, j'étais au cœur de ce programme. Moi, Frédéric Béazin, j'étais au cœur de ce programme, en tant qu'acteur portuaire. Alors, lorsque le sujet était venu, on avait exigé donc du président Talon, ou bien de son entreprise, beaucoup d'investissements qui ont été réalisés. Et 3 mois après, d'ailleurs, mon entreprise était la seule qui bénéficiait d'une sous-traitance avec Bénécontrôle de par le mini-convoi des véhicules d'occasion. Donc, je sais ce que je dis. Et pour vous dire que après donc avoir investi énormément d'argent en si peu de temps, et que 3 mois après, le pouvoir trouve qu'il faut reprendre donc le contrat, il faut ceci, il faut cela, en tant qu'opérateur économique, en tant que bailleur, vous savez très bien qu'aucun bailleur ne sort l'argent de sa poche. Certainement, c'est des prêts au niveau des institutions bancaires. Vous avez fait, vous avez donc sur la planification. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le débat. Donc, au fait, alors c'est pour vous dire que les hommes, pas grande chose n'opposait les hommes. Si ce n'était pas la façon donc où on voulait gérer donc le PVI. Alors, aujourd'hui, tous les Béninois ont compris que on peut être donc des frères siamois et avoir des signaux différents. C'est-à-dire que la rigueur avec laquelle le président Talon conduit les affaires au sommet de l'État aujourd'hui, la modernité qui est en cours, ça là, je crois que personne ne peut nous contredire sur ça. Les faits sont réels. La stabilité, l'eau potable, l'énergie, tout cela, c'est réel. Tout ce que les gens dénoncent aujourd'hui, qu'ils réclament aujourd'hui, c'est plus de social. Je crois que des budgets
bientôt encore le budget 2024, nous aurons à apprécier. C'est pour vous dire que si le président Boni Yayi, qui a ses députés aussi au Parlement, il a les députés, les démocrates au Parlement. Oui. S'il y a d'amendements à faire, c'est le moment donc d'amender les budgets. S'il y a donc de recommandations, c'est le moment de les faire. Il ne faut pas être opposant pour être opposant. Il faut s'opposer à ce qui est négatif pour donc apporter un plus pour le peuple. Maintenant, si on n'a rien à proposer, alors qu'on se donne l'obligation de savoir chuchoter pour que l'on ne nous conduise pas dans un décor. Alors moi je dis, il n'y aura rien. D'abord, pour régler les différends, il n'y a pas eu d'intermédiaire. C'est seulement les deux familles, parce que nous avons eu après. C'est seulement les deux familles qui se connaissaient, les enfants qui se fréquentaient. Ce sont eux qui ont appelé leurs parents à la raison. Donc, si leur crise était si profonde, si ce qui les oppose était si fort, les enfants n'auront pas donc réussi à les remettre ensemble. Donc moi, je veux bien croire que les deux personnalités-là, dans leur complémentarité, vont être de beaucoup pour l'essor économique de notre pays, pour donc le développement de notre pays, pour que demain, qu'il fasse bon vivre pour chacun et pour tous. Finalement, on peut rêver d'un tandem, M. Patrice Talon, M. Boni Yayi pour le Bénin, c'est ça? Nous voulons de la complémentarité. Nous voulons de la complémentarité pour le Bénin. On ne veut pas. Ce qui est sûr, nous sommes en démocratie. Il faut une opposition. Si elle n'existait pas, il faut la créer. Et ça, c'est un stimulant, c'est pour mieux donc se remettre en cause et rebondir. Mais je dis, nous n'allons pas encourager une opposition va-t-en-guerre pour que, de pas comme le passé, qu'il y ait encore donc des difficultés à évoluer, à se fréquenter. Monsieur Souleymane Harouna, est-ce que vous êtes là? Parce que là, c'est pratiquement, vous avez donné la part du lion à mon vis-à-vis, mais c'est bien, c'est de bonne guerre. J'espère que j'aurai le même temps d'antenne que mon vis-à-vis. Je voudrais tout de suite réagir avant de parler de cette bipolarisation que vous semblez dire. Je refute l'argument selon lequel il faut faire un procès parce qu'on a été président de la République et on ne peut plus être président de parti. Et je pense que nous sommes en démocratie et nous sommes même dans une démocratie moderne. Ouais, donc, nous avons vu le président Bédié, qui fut ancien président et qui a été toujours président de son parti. Et Macky Sall, c'est vrai, il n'est pas encore, comment dirais-je, en retraite, mais il est président de son parti, Ouattara, etc. Donc, ce n'est pas pratiquement un fait nouveau. Donc, Boni Yayi, président de son parti, et je pense qu'il est assez responsable de mettre, quand il va s'agir de mettre le manteau de président, quand il va vouloir représenter le Bénin. Dites-moi, en tant qu'analyste politique, est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, nous courons le risque d'un tandem Patrice Talon Boni Yayi au regard des antécédents qu'il y a eu et du fait que les inimitiés n'étaient peut-être pas si profondes que ça et que demain l'opposition qu'on a n'est peut-être qu'une opposition de fait et que M. Boni Yayi et M. Patrice Talon ne soient que dans un deal politique. Est-ce que nous courons ce risque? Voilà, mais puis vous êtes une excellente journaliste. Mais quand vous parlez de bipolarisation, et cette fois-ci, c'est pratiquement différent. La bipolarisation aujourd'hui, et Patrice Talon n'a plus une ambition directe de postuler un troisième mandat. Okay? Boni Yayi est président de parti et il est pratiquement atteint et foudroyé par l'âge, par la Constitution. Et la Constitution est claire pour ces deux personnages. Alors, la bipolarisation va se situer où? Peut-être ça va se situer dans un cadre beaucoup plus personnel, ou ça va se situer dans un jeu, si vous voulez, de dauphinat. Donc, Patrice Talon, qui a son dauphin,
et Boni Yahi, qui a son dauphin, c'est-à-dire son candidat désigné de son parti. Donc, c'est là où la bipolarisation va se situer. Alors, si on prend, comment dirais-je, on fait une analyse reculée de la situation. Donc, ça veut dire que les deux, si effectivement les deux, ils ont l'intérêt majeur du pays, puisque la bipolarisation n'est plus directe, je pense que aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus polarisant, ce n'est pas cette bipolarisation, c'est l'environnement des institutions. C'est ça le vrai problème. Le débat n'est plus au niveau de Boni Yahi et de Patrice Talon. Parce que c'est un débat qui existait et qui va toujours exister. Que Boni Yahi soit président des démocrates ou pas, mais c'était une bipolarisation qui était tacite et qui se faisait en sourdine et qui se faisait dans l'ombre. Aujourd'hui, c'est pratiquement une face beaucoup plus exposée. D'accord, mais les enjeux sont différents. Donc, ce que moi je dis, au lieu de parler de bipolarisation entre Boni Yahi et Patrice Talon, il faut titiller la question de l'environnement des institutions. C'est ça ce qui va décider vraiment de la vitalité et de notre démocratie, et c'est ça qui va porter Patrice Talon en triomphant. Et je pense que vous abordez ainsi là la question des défis pour l'élection présidentielle de 2026. Au-delà des structures en charge des élections, est-ce que vous voulez énumérer d'autres points? Absolument, il y a un problème majeur. Puis, vous savez que depuis l'avènement de la rupture, très honnêtement, je ne suis pas ici et porte-parole des démocrates, je suis ici en tant qu'analyste politique et acteur, de toutes les façons, très actif au niveau de la diaspora. Donc, le regard que je fais sur le magistère de notre président Patrice Talon et de son gouvernement, en ce qui concerne la démocratie et l'organisation des élections, mais vous savez que ce n'est pas du tout, comment dirais-je, quelque chose de satisfaisant. Et quand nous plongeons dans les méandres du passé, je veux parler, par exemple, de ce qui s'est passé en 2019. Mais c'est un chapitre sombre de notre histoire en ce qui concerne l'organisation des élections. Quand nous revenons en 2020, vous vous rappelez, les jeux ont été changés en pleine règle du jeu. Ça, c'était en 2020, avec les élections régionales. Et quand nous revenons en 2021, vous savez, tout le long de tout ce qui s'est passé en ce qui concerne l'exclusion et le taux d'abstention, etc., etc. Et quand nous voyons pratiquement les institutions, je veux parler de la Cour constitutionnelle, vous avez vu les décisions que la Cour d'Ogbeni a rendues. Et quand nous revenons au niveau de la Cour Amouda, c'est pratiquement une continuité. Et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à une Cour constitutionnelle qui est présidée par un proche du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, avec l'absence de l'opposition au niveau de la Sénat et avec les dernières élections législatives où un parti politique a porté plainte et voit déjà ce qu'on, comme on le dit en anglais, des outcomes, c'est-à-dire comment est-ce que cette Cour va délibérer et n'a plus continué cette plainte. Donc, vous avez entendu, merci M. Harouna, vous avez entendu M. Frédéric Benzin, les appréhensions de M. Souleymane Harouna lorsqu'il évoquait les défis pour l'élection présidentielle de 2026. Quels sont les défis selon vous et est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que M. Harouna a énuméré? Je ne peux pas être d'accord avec lui parce que, d'accord, je suis conscient qu'il ait le souci donc, de l'environnement des institutions. Mais notre loi fondamentale est claire. Dès lors que vous n'êtes pas représenté donc au Parlement, vous n'êtes pas au sein du gouvernement. Alors,
comment voulez-vous, par exemple, vous faire désigner, que vous désignez pour appartenir à une cour constitutionnelle, puisque les règles sont là. Aujourd'hui, le président de la cour avait travaillé avec le président Boni Yayi. Et ce, de par ses mérites. Et selon ses qualités, le président Talon lui a fait appel. Et il a été élu par donc ses pairs pour donc présider la Cour constitutionnelle. Moi, je ne sais pas si à ce jour, la Cour a déjà pris des décisions scandaleuses. Moi, je crois que nous devons faire confiance à nos institutions. Monsieur Benzin, je n'ai pas nommé directement la Cour constitutionnelle Sosa, présidée par Sosa. J'ai parlé d'une jurisprudence des autres. Merci, M. Arruda. Il a bien compris. Merci, M. Arruda. Allez-y, M. Benzin. Ça veut dire que les choses évoluent positivement. Si celle donc de Monsieur Dioboué, non, l'actuel président. Monsieur Sosa. Si déjà la Cour Sosa n'est pas encore incriminée, ça veut dire donc que... alors, espérons qu'elle ne soit... Il y a bon espoir. Il a bon espoir. Et maintenant, par rapport donc aux élections, écoutez, et le mois de septembre dernier, après une évaluation en mars, la Sénat a invité tous les députés, a invité les préfets, a invité tous les partis politiques pour présenter, par exemple, l'état de nos matériels. Alors, ça veut dire quoi? Et interpelle tout le monde sur l'obligation donc de changer ce matériel-là. Alors, il n'a pas exclu, sinon la Sénat n'a pas exclu un parti, n'a pas exclu donc une institution. Si déjà en 2023, la Sénat, dans le souci donc d'organiser donc les élections générales en janvier 2026 et la présidentielle en mars 2026, si la Sénat a déjà le souci de bien faire, encourageons nos institutions. Mais que faisons-nous de l'inféodation de l'administration de la Sénat à la mouvance présidentielle? En tout cas, c'est une réalité dont il faut tenir compte. C'est sûr que les choses vont évoluer. Qu'il vous souvienne, Madame la journaliste, qu'à l'approche donc de nos élections, il y a toujours la révision de la loi électorale, des clauses sont révisées, sont réappréciées. Moi, je crois que tout cela dépendra du climat apaisé que nous allons nous atteler tous donc à cultiver. Et à partir de là, nous allons apprendre à nous faire... Écoutez, ce n'est pas cette Sénat qui avait donné raison, même la Cour qui a précédé Djogbenou, là, qui a suivi pendant Djogbenou, ce n'est pas cette Cour qui avait validé la liste donc, des démocrates. Alors, ce n'est pas donc cette même Sénat qui avait géré les élections législatives dernières, en janvier dernier, et pourtant, les démocrates ont eu leur siège. En tout cas, à ce que je sache là, si entre-temps ils ont été volés comme les micro-trottoirs le disent, je suis sûr qu'ils n'allaient pas aussi facilement accepter donc les résultats. C'est pour vous dire que nous devons apprendre à faire confiance à donc nos institutions et que plus nous allons évoluer vers les élections générales, il aura donc de la rélecture de certaines clauses, il aura donc de l'amélioration, donc rien n'est figé au fait. Rien n'est statique, tout doit évoluer. Vous évoquez tantôt la relecture de certains textes et j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce qu'on est en droit de penser qu'il faudra réviser certaines lois, dont peut-être il faudra également revoir la réforme du système partisan, pourquoi pas, pour démocratiser l'accès à la présidentielle prochaine. Et aucune œuvre humaine n'est exempte d'erreur et aucune réflexion humaine n'aboutisse à la vérité irréductible ou à la vérité incontestable.
C'est à partir de cet instant que la philosophie est née. Même la vérité est remise en cause. C'est pour vous dire, madame, que moi qui suis ici, par exemple, à l'évaluation des réformes du système partisan, moi je dis que beaucoup de choses restent à repenser. À repenser. Parce que d'abord, aujourd'hui, lorsque vous constatez qu'il y a donc des mouvements ici et là, pendant que les partis politiques même sont là, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des cadres, et surtout dans le pays, c'est l'insuffisance que le système, la mise en œuvre. Si vous devriez faire une recommandation, vous recommanderiez forcément qu'on relise, qu'on revoie la réforme du système partisan. Forcément. Ok, ok. Monsieur Aruna, vous êtes là? Alors, selon vous, que sera le rôle, je vais dire, de la classe politique pour un scrutin apaisé dans le cadre des élections de 2026? Ouais, écoutez, je tiens vraiment à applaudir un peu mon vis-à-vis qui vraiment fait preuve d'ouverture ici. Et ça, c'est vraiment unique. Et vraiment, je ne lui jette pas des fleurs. Monsieur Aruna, allez-y directement, s'il vous plaît. Donc voilà, la question encore, c'est... quelle est la question? Que devra être le rôle de la classe politique pour un scrutin apaisé? Mais le rôle de la classe politique... et surtout des opposants. Voilà, bon, des opposants, parce que c'est eux qui ont à demander, c'est eux qui ont à beaucoup mettre, ils ont beaucoup à faire. Donc, je pense que le rôle de l'opposition, c'est d'abord mettre la problématique de l'environnement institutionnel sur la table. Cela doit être pratiquement le débat qui doit être introduit tout de suite au Parlement, même si cette opposition est minoritaire. Je pense que c'est ça le vrai problème ici au Bénin, c'est l'environnement des institutions. Et je pense que la première institution à remettre en cause, c'est pratiquement la Sénat. C'est la Sénat qui organise les élections. Et la façon dont les élections se déroulent, et vous avez vu les dernières élections législatives où pratiquement on a voulu avoir pratiquement des résultats administratifs et on n'a pas pu avoir. Et le parti, les démocrates, a réclamé quelque chose qui devait être donné, mais cela n'a pas été le cas. Donc, il y a un problème de fond en ce qui concerne l'organisation, le code électoral et surtout la réforme du système partisan, comme a dit mon vis-à-vis. C'est pratiquement aujourd'hui, c'est sûr peut-être qu'il ne va pas, il va serrer les dents avant de le dire. On peut dire aujourd'hui que ce système partisan est pratiquement un échec dans la mesure où le président de la République n'attribue pas les fonctions de ministre ou soit de cadre à des partisans de ses propres partis. Et c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un problème. Ce n'est pas l'opposition qui le dit, mais c'est surtout, et très important, c'est pratiquement les partisans de la mouvance qui titillent cet échec de la réforme partisane. Donc, je pense qu'il y a un problème de fond. Donc, le rôle de l'opposition ici, c'est pratiquement tout faire en amont, maintenant et tout de suite, régler cette problématique de la liste électorale, régler cette problématique en ce qui concerne l'administration de la Sénat, régler pratiquement cette problématique en ce qui concerne les circonscriptions, après qu'on ne puisse recenser tous les résultats. Est-ce que le recensement des résultats peut aujourd'hui obéir à une lecture directe et définitive au niveau des circonscriptions? Ça, c'est le vrai débat. Donc, si on tire exemple du passé, de ce qui s'est passé, je pense que le rôle de l'opposition,
de la classe civile, des journalistes, des médias, c'est de titiller cette question parce que c'est le problème que nous avons au Bénin. Et je pense que, et puisque c'est pratiquement la fin du mandat du pouvoir de la rupture, il faut nécessairement que le président Patrice Talon, garant des institutions, puisse vraiment jouer de tout son poids pour vraiment garantir cette fois-ci des élections transparentes, inclusives, et vraiment, je pense qu'il aura vraiment fini son mandat. Merci, merci Monsieur Aruna. Monsieur Béanzin, est-ce que vous pensez, vous voulez vous voudriez bien qu'on relise la réforme du système partisan, qu'on relise également certaines lois électorales. Est-ce que vous pensez que vos collègues de la mouvance présidentielle iront à cela, donc du coup permettront à l'opposition d'obtenir cette victoire? Non, je pense que ce sera la victoire de personne. Et lorsque vous mettez il y a eu une réforme qui avait été engagée. Dans son exécution, nous avons constaté certaines faiblesses qu'il faut renforcer, qu'il faut corriger. C'est la victoire de personne. C'est la victoire de personne. Parce que, madame la journaliste, vous êtes dans ce pays. Vous savez tous les coups que nous recevons. Mais les partis politiques disent quoi? Les partis politiques croisent les bras. Ça ne peut pas être comme ça. Les partis politiques, c'est pratiquement donc la sentinelle de tout pouvoir, de tout système. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous constatez par exemple que les cadres politiques, et qu'est-ce qui fait même la faiblesse? Qu'est-ce qui fait la faiblesse des résultats après le scrutin? Souvent, nous positionnons donc mal les cadres politiques au point même où ceux-là même se lèvent pour aller combattre la liste qui est pour leur propre parti. Alors, comment et derrière ça, il n'y a rien, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune réaction. C'est des choses qu'il faut corriger. Ou alors, s'il faut désigner des maires, vous prenez peut-être un chef de parti politique qui désigne peut-être des gens qui sont proches de lui. C'est des erreurs. Nous avons mis dans les blocs, par exemple, autant de partis politiques, des leaders qui dirigeaient donc des partis politiques constitués. Mais ils viennent donc dans le parti, dans le bloc, ils ne sont plus pris en compte, ils n'évoluent dans aucune instance donc du parti. Vous voulez qu'il fasse quoi? Lui qui avait cultivé, développé, financé même son leadership, il fera quoi? Il sera obligé donc de passer à côté, de contourner. C'est des insuffisances qu'il faudra corriger. C'est des insuffisances qu'il faudra corriger. Et j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, aujourd'hui, comment est-ce que les partis politiques, sinon notamment le Bloc républicain par exemple, dont vous êtes membre fondateur et tout, comment est-ce que ce parti prépare la présidentielle de 2026? Quel sera le mode de désignation du candidat du Bloc républicain? Est-ce qu'on aura droit à des élections primaires par exemple? Bon, moi je ne suis pas du bureau politique et mon souhait, c'est que l'on aille à des primaires. Maintenant, c'est ce que vous constatez, c'est-à-dire le flou autour donc que les gens entretiennent au sommet donc des partis, au sommet des blocs. Ce flou-là fait que beaucoup de leaders aujourd'hui commencent par les abandonner, les ignorer, et à la lecture de la réalité et le souhait de voir donc une continuité positive, ils sont obligés donc de les contourner pour faire ce que vous constatez sur le terrain, ou la suscitation, ou bien donc que vous constatez sur le terrain là. C'est parce qu'on n'est pas sûr à l'appréciation du comportement donc de certains leaders à la tête donc de ces partis, de ces blocs. On n'est pas sûr donc de ce qu'ils vont nous présenter demain. On dit non, il faut commencer alors par éveiller les consciences, pour qu'ils sachent que le meilleur là, la meilleure graine est là. Aujourd'hui, nous sommes donc dans une remobilisation, dans un esprit de remobiliser donc la troupe. Et Dieu merci, les populations donnent les conseils, apportent donc d'éléments nouveaux et relèvent donc les insuffisances. Je me rappelle, il y a 2 semaines, au cours donc des séances, nous avons, certains ont eu donc de mots très durs
pour donc dénoncer certains faits, dénoncer certains comportements. C'est de la démocratie. Donc jusque-là, ce que vous dites, c'est que rien ne se prépare ou que vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Non, ça se prépare, c'est sûr. Ça se prépare. Maintenant, je ne peux pas ici, et d'abord, je n'ai pas le mandat de dévoiler quoi que ce soit ici sur ce plateau. Monsieur Souleymane Harouna, est-ce que vous êtes là puisque le parti, les démocrates, dont vous êtes quand même très proche aussi, est un ensemble, est un grand ensemble d'autres partis, de micro-partis, de mouvements, est-ce que la question de 2026, la question de l'élection de 2026 est déjà posée là-bas? Est-ce qu'on aura droit à des primaires là-bas? Ou ça sera, on aura droit à de la désignation également? Non, mais je pense que si on questionne la jurisprudence, hein, dans le passé, les démocrates ont eu à faire cet exercice de primaire. Et je pense que c'est cet exercice qui a amené la candidate Rekia Madougou et son colistier qui ont été désignés au nom du parti Les Démocrates. Je pense que cette même règle va se passer et ça sera la même règle. Et je pense qu'il n'y aura pas de changement. La différence en ce qui concerne les démocrates en tant qu'analyse politique et les deux blocs, c'est que les démocrates aujourd'hui semblent être... il y a une sorte, un consensus ici autour de ce parti qui représente l'opposition et qui s'appelle le Parti du peuple. Donc il y a une sécurisation, en tout cas en ce qui concerne le peuple, en ce parti. Donc du coup, le choix d'un candidat au niveau des démocrates ne fera pas un problème et ne sera pas du tout une grande problématique comme au niveau de la mouvance. Regardez aujourd'hui au niveau de la mouvance. Parlons-en. Aujourd'hui, au niveau de la mouvance, il y a un candidat qui est en train de se dégager, même si ce n'est pas officiel. Et dans le même temps, il y a des commentaires, il y a des allusions qui parlent de la discipline du parti. Vous voyez? Donc, et c'est ce que mon vis-à-vis, M. Béanzin, est en train de dire dans son analyse, qu'il y a un problème et qui se passe au sein des blocs et qui ne devrait pas être, puisque ces blocs ont été pratiquement des agrégats de plusieurs partis où on voit quand même des puissants qui se sont moulés et dans ces blocs, mais qui aujourd'hui ne représentent que l'ombre d'eux-mêmes. Donc il y a un problème de fond. Et dans le même temps, il y a pratiquement un outsider ou soit des outsiders qui viennent, qui aujourd'hui font preuve ou soit miroitent pratiquement le dauphinat et la candidature de cette mouvance. Donc c'est pour vous dire que les problèmes que la mouvance aura dans le futur, je ne pense pas que l'opposition l'aura par rapport à comment dirais-je, à la réelle politique PIS. Donc, nous allons assister, du coup, à une fracture imminente au niveau de la mouvance. Et c'est pratiquement comment ça va se passer, dans quelle direction cela va aller. Mais vous voyez, par exemple, pour illustrer cela, la démission du ministre Omeki. Cette démission est tributaire de ce que nous sommes en train de titiller sur ce plateau. Et c'est pratiquement les prémices, les odeurs, j'allais dire, de cette fracture qui s'annonce. Parce que dans le bloc républicain, il y a des présidentiables, il y a des gens qui se sont sacrifiés au niveau de l'UPR. Il y a aussi un outsider de prendre le pouvoir en 2026 que un candidat issu soit de l'opposition ou de la mouvance. Mais je parle bel et bien de la mouvance. Le problème que cela soit un outsider au niveau de l'opposition n'est pas un problème parce que l'unanimité semble se faire. Vous voyez comment
les démocrates grandissent de jour en jour. Donc, le problème n'est pas au niveau de l'opposition, c'est beaucoup plus sourire, là, au niveau de la Berzé. mouvance. Alors, Monsieur Berzé, je vous vois sourire grandement depuis. Vous avez beaucoup à dire apparemment. Non, mais je respecte toujours le point de vue de mon vis-à-vis qui veut tirer le drap de son côté, trouve que son parti est mieux organisé. Et alors qu'au début, c'est lui-même qui avait dénoncé donc, une tendance. Si déjà un parti comme les démocrates avait déjà des tendances au point où le président Boni, pour éviter la honte, la grande honte, était obligé donc de prendre la direction du parti pour apaiser les esprits. Alors moi, je dis que ce n'est pas ça le jeu politique. Maintenant, nous allons à une élection d'abord générale et puis maintenant la présidentielle. Et ce n'est pas aussi facile. Non, pas du tout. Pour finir, je pense que nous sommes dans les toutes dernières minutes. Rapidement, vous allez répondre. Quel sera, selon vous, le prototype de l'aspirant à la magistrature suprême en 2026? Il faut d'abord que celui-là soit à même de continuer l'œuvre de modernité du président Talon. Ça, c'est la première condition, à dire, non discutable. Un. De deux, il faut que celui-là puisse rajouter à ce que le président Talon avait déjà réalisé ou continuer à réaliser jusqu'en 2026, un peu plus de social. Parce que le social, c'est ça aujourd'hui. Quand vous suivez le micro-trottoir, la réaction des Béninois, ils restent insatisfaits. Donc, il faut continuer à voir quel type. Parce que quand on dit social, là, il y a tout. C'est un foutou quand on parle de social. Donc, il faut voir qu'est-ce qui intéresse plus les Béninois et injecter cela donc, au niveau de la population. Il faut que nos amis, surtout ceux qui gèrent les gros projets, ceux qui développent les projets, qu'ils impliquent davantage donc, les artisans béninois. Parce que tout cela, c'est réclamé. Et je crois que... Et donc, un candidat qui réunira toutes ces conditions-là sera à même de... Ah ben c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Monsieur Souleymane Harouna... Je suis très à l'aise dans ça. Ok. Monsieur Souleymane Harouna, rapidement, quel est selon vous le prototype de l'aspirant à la magistrature suprême en 2026? Mais écoutez, allez-y rapidement parce que nous avons fini notre temps finalement. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au pouvoir de la rupture? Il a dit, c'est le social. Il faut d'abord un président qui pratiquement a vraiment un point de mire sur le social. Un président qui doit être en contact avec le peuple. Ce que nous avons, le peuple béninois a reproché au président Talon. Un président qui incarne l'unité nationale, un président qui aujourd'hui voit ce que le Béninois doit mettre dans la bouche, assurer les 3 repas quotidiens aux Béninois. Donc, et un président, vu le contexte socio-politique du Bénin, un président qui est pratiquement un social-démocrate et un président qui est pratiquement, qui si même en totalité n'est pas panafricaniste bottin, mais un président qui est et qui consacre les valeurs intrinsèques de l'Afrique. Donc, met pratiquement le Bénin, l'Afrique au cœur. Merci, merci, merci. Il va définir le prochain président PIS en 2026. Merci, Monsieur Souleymane Harouna, d'avoir été avec nous dans ce numéro de Politique sans tabou sur Culture Radio. Je rappelle, vous êtes analyste politique, vous êtes acteur politique proche de l'opposition, notamment du parti Les Démocrates. Vous êtes l'ex-président des Béninois résidant aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle, Monsieur Frédéric Béanzin avec moi en studio. Vous êtes coordonnateur de la Sentinelle Républicaine.
républicaine. je suis le secrétaire général De la Sentinelle provisoire. Ok. Secrétaire général non, pas de la Sentinelle. Okay. Je suis coordonnateur de la Sentinelle. Ça, c'est une structure de communication. Oui. Mais bon, et que ça va. Secrétaire général. Ça va. Ok, d'accord. Et donc, membre du bloc républicain. Absolument. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous pour un autre numéro de Politique sans tabou sur Culture Radio, en nouvelle diffusion sur Reporter Bénémonde.